Dans cette vidéo, je vais te parler des 6 leçons secrètes des théories de Krashen pour améliorer ton cours de langue étrangère. Comment un linguiste américain dont les travaux remontent aux années 70-80 est-il devenu la star des aspirants polyglottes sur YouTube? Si tu te poses cette question, je t'invite à aller voir cette autre vidéo dans laquelle je passe en revue ces idées. Mais tout est-il à jeter dans les travaux de Krashen? Certainement pas. C'est pourquoi je te propose ici d'en tirer quelques pistes de réflexion pour ton cours de langue étrangère. Voici donc le secret numéro 1. Commençons par enfoncer des portes ouvertes. Reformulée de manière plus prosaïque, la célèbre théorie du comprehensible input revient à dire « il faut se confronter à la langue étrangère pour l'apprendre ». Bref, pas franchement une révolution. On pourrait vraiment se demander ce qu'une telle affirmation a d'original et pourquoi elle suscite les passions. Cela ressemble en fait beaucoup à un secret du type « il n'y a pas de secret ». Pour apprendre une langue, il faut s'y confronter. Et effectivement, c'est vrai. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle 3 heures de cours hebdomadaires d'anglais n'ont aucune chance de faire de toi un bilingue. Ce n'est tout simplement pas assez. Pour apprendre une langue, il faut effectivement beaucoup d'input. Peut-être fallait-il simplement repackager cette idée pas si neuve. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les immersions linguistiques semblent être la solution à tant d'apprenants et apprenantes. Sur place, on est confronté à énormément d'input dans la langue cible. Mais bon, on a aussi en principe davantage l'occasion de parler. Et sans cours de langue, ces séjours ne semblent pas non plus vraiment bien fonctionner. Combien de séjours Erasmus se sont-ils soldés par une déconfiture? Cela dit, on peut tout de même en tirer un enseignement important, qui mérite d'être répété. Il faut pratiquer en dehors de la classe pour vraiment apprendre une langue. Et tu vois, c'est une chose que de le savoir en théorie, c'en est une autre que de le mettre en pratique. Pour toi, prof de langue, cela signifie qu'il est impératif de faire comprendre à tes apprenantes et apprenants qu'ils et elles doivent faire plus que ce que vous faites en cours. Et investir beaucoup d'énergie pour y parvenir est vraiment utile. Ça n'est pas du temps perdu dans ta classe, c'est du temps de gagner à long terme. Passons donc maintenant au secret numéro 2. Un point important dans l'approche du comprehensible input, c'est le mot comprehensible. Compréhensible. Il faut trouver le niveau juste, à la fois compréhensible, pas trop difficile, mais aussi avec des éléments nouveaux permettant une progression. Et ça paraît peut-être anodin, mais c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Bien des professeurs se trompent précisément sur ce qu'est le niveau juste. Alors c'est pas évident de tester cela sur des humains, mais des études ont été faites avec l'intelligence artificielle. Et elles démontrent qu'un taux de réponse juste aux alentours de 85% est nécessaire pour permettre une progression. Moins de réponses justes, la machine est débordée et ne peut plus apprendre. Plus de réponses justes, elle connaît déjà les réponses et n'apprend donc rien. Alors nous ne sommes pas des machines, mais cela donne quand même une idée assez précise de ce qu'est le niveau juste du comprehensible input. Bref, si ta moyenne au test est de 12 sur 20, il y a un grave problème dans ton cours. Tu devrais en fait avoir une moyenne de 17 sur 20 si tu veux que tes élèves apprennent vraiment quelque chose. En lisant attentivement le livre de Krashen, et oui, je l'ai lu, j'avoue que je ne sais pas si c'est bien le cas de tous ces youtubeurs qui en parlent, j'ai été frappée par sa critique des manuels. Et oui, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les profs en général, et moi en particulier, aiment bien taper sur les manuels. J'ai donc été frappée par ce passage. C'est d'ailleurs un autre point de convergence avec Célestin Freinet. Si tu ne comprends pas de quoi je parle, alors va voir ma première vidéo sur Krashen. Il explique qu'il trouve les textes authentiques en français plus simples que ceux de son manuel de niveau intermédiaire. Et il explique ce phénomène par leur tentative de diversifier de manière artificielle les tournures grammaticales utilisées. Bref, les manuels ne proposent pas des textes authentiques et donnent l'impression que la langue cible est plus complexe qu'elle ne l'est réellement. Quand on connaît l'image élitiste du français, on se dit qu'on se tire une balle dans le pied avec de tels manuels. Ils confirment les préjugés à l'égard du français, alors que ceux-ci sont faux quand on regarde de vrais textes authentiques. Un comble. Bref, ce qu'on pourrait en tirer comme conseil, c'est d'une part d'y aller mollo sur la grammaire, elle complique les choses plus qu'elle ne les facilite, et d'autre part d'utiliser plus de textes authentiques. Finalement, ce qu'on veut, c'est parler une langue, et non en maîtriser la grammaire. Je te l'ai déjà dit, pour moi, l'acquisition est l'équivalent de l'apprentissage naturel de Freinet. Encore une fois, va voir ma première vidéo sur Krashen pour mieux comprendre. Et Célestin Freinet met l'accent sur le fait que dans un contexte naturel d'apprentissage, les adultes insistent sur les réussites, minimisent les maladresses, encouragent les tentatives de l'enfant et relèvent moins les erreurs. Or en classe, c'est l'inverse qui se produit. L'enseignant va pointer du doigt les normes et les erreurs. Les remarques de Krashen dans son livre vont dans le même sens. Error correction has little or no effect on subconscious acquisition, but it is thought to be useful for conscious learning. Evidence from child language acquisition confirms that error correction does not influence acquisition to any great extent.
Donc en gros, la correction des erreurs n'a pas d'impact sur l'acquisition, même s'il admet qu'elle puisse en avoir sur l'apprentissage. Et il faudrait peut-être le dire aux parents français, parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'ils ne corrigent pas leurs enfants. En réalité, l'efficacité des corrections est même limitée sur l'apprentissage. Je pense que chaque prof qui passe sa vie à corriger les mêmes erreurs peut en témoigner. Enfin, je ne dis pas que ça n'a aucun impact, mais que l'impact est plus limité que ce qu'on veut bien croire, surtout à l'oral. À l'écrit, c'est un peu différent. Il faudrait donc en user avec davantage de parcimonie pour que ce soit vraiment efficace, en tout cas à l'oral. Plutôt que de s'énerver devant des erreurs répétées, inspirons-nous de ces remarques sur l'apprentissage naturel pour changer de lunettes et chercher à davantage renforcer les comportements positifs. Krashen relève un phénomène intéressant. L'ordre d'acquisition ou d'apprentissage d'une langue étrangère est très proche de l'ordre d'acquisition d'une langue maternelle. Il cite notamment l'exemple de la négation avec des locuteurs qui font des phrases du type « I not like French » avant d'arriver à la structure correcte « I don't like French ». Il y aurait donc un ordre d'acquisition prédéterminé qui ne suivrait pas l'ordre des manuels. Encore une tape sur les manuels. Notamment, on essaie souvent d'inculquer aux apprenantes et apprenants de l'anglais les questions tags dès le début de l'apprentissage parce qu'elles sont très utilisées en anglais. Or, elles ne sont véritablement assimilables que plus tard dans l'apprentissage. L'enseignant semble donc se battre pour une cause perdue en torturant inutilement ses élèves. Je suis sûre que cela te rappelle des souvenirs du cours d'anglais, n'est-ce pas? Il faut peut-être le prendre avec des pincettes, car pour ma part, j'ai vu des personnes intégrer ce genre de choses très bien et très vite. Mais cela vaut la peine de se poser la question de la progression de l'apprentissage. Par ordre d'utilité ou avec une logique respectant une progression plus naturelle, proche de celle de l'enfant. Cela va aussi nous inciter à faire preuve de plus de tolérance face à ce type d'erreurs considérées comme des erreurs de débutants, si elles n'étaient pas si niveau débutant que cela après tout. Je te l'ai déjà dit, Krashen a une explication toute prête pour les cas où sa méthode ne fonctionne pas. Tiens, il y aurait donc des cas où elle ne fonctionne pas. Le filtre affectif. Bon, je me moque un peu, mais c'est réel. Quand on est stressé, nos ressources cognitives sont déjà mobilisées par le stress et on n'apprend pas. Or, une classe de langue étrangère dans laquelle il faut prendre la parole devant tout le monde, et en langue étrangère en plus, cela peut être un environnement stressant. La peur de prendre la parole en public est en effet la peur la plus répandue chez les êtres humains, devant même la peur de mourir. Allez expliquer ça de manière rationnelle. Bref, pas idéal pour l'apprentissage. Et si on levait l'obligation de parler? Tiens, c'est le retour du comprehensible input. Enfin, le but, c'est vrai que c'est quand même qu'ils finissent par prendre confiance en eux et par parler. Mais si on autorisait d'abord à parler dans la langue maternelle? Je suis sûre que tu peux imaginer le soulagement de débutants, même volontaires, à qui on donnerait cette autorisation. Et soulagement, cela veut dire moins de stress, donc un meilleur apprentissage. Et ça, c'est vrai que je ne vais pas le lui retirer. Et maintenant, abonne-toi pour ne pas rater les secrets de Maria Montessori.